Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette session de présentation de la recommandation de bonnes pratiques professionnelles concernant l'accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle. Premier volet, parce qu'il y en aura un second. Merci de vous être connectés aussi nombreux pour cette session, témoin de l'intérêt que cette thématique suscite dans le secteur social médico-social. Je suis Alexandre Labelle, je suis chef de projet au service recommandation de la Haute Autorité de Santé et j'ai eu le plaisir de co-piloter l'élaboration de ce volet de recommandation avec ma collègue Sira Camara. Nous allons aujourd'hui vous présenter cette recommandation. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux collègues que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis Noëlle Caillarcy, je suis professionnelle de santé médicale, plus précisément sexologue, de même que directeur de projet en santé publique et en prévention en santé et présidente du territoire de santé, les fameuses CPTS de Paris 16e. Et bonjour à tous, je suis Patricia Marteau, je suis chef de projet au service recommandation à la HAS. Et donc, nous allons vous présenter cette recommandation de bonne pratique et ces messages clés de manière relativement synthétique parce que c'est un document qui est assez conséquent. Alors, également sous la forme d'un quiz. Voilà, à la HAS, on aime beaucoup les quiz. Si un jour vous candidatez à la HAS, maîtriser les quiz est un plus. Et cette dimension interactive sera renforcée par le fait que vous pouvez donc poser des questions dans le chat. On essaiera de répondre à certaines d'entre elles à la fin de la présentation. Et d'ores et déjà, pas mal d'entre vous ont posé des questions lors de l'inscription. Avant de se lancer dans ce quiz, nous voulions déjà partager certains constats de terrain et de la littérature qui nous ont amené la Haute Autorité de Santé à s'auto-saisir sur cette thématique sensible, s'il en est, de la vie intime, affective et sexuelle des personnes accompagnées. Effectivement, le sujet est sensible parce qu'il y a encore beaucoup de représentations et de stéréotypes du type les personnes âgées n'ont pas de sexualité, parler de sexualité avec un jeune risque de l'inciter à avoir des relations sexuelles et à faire une augmentation des grossesses, voire des infections sexuellement transmissibles. Et pour finir, que parler sexualité, c'est parler uniquement de génitalité et de reproduction, ce qui est bien évidemment faux. Le deuxième constat, c'est une tension sans doute inhérente au travail social, mais qu'on retrouve dans l'ensemble de la société en général, entre les missions de protection et de sécurisation des personnes accompagnées, d'un côté, et de l'autre, les missions propres aux travailleurs sociaux et médico-sociaux, qui sont de développer l'autonomie et l'autodétermination des personnes. Tension qui peut susciter des problématiques dans les accompagnements. Autre point, l'autre constat, c'est qu'il y a un manque de repères et d'outils consensuels. Effectivement, l'objectif serait d'harmoniser les pratiques, l'accompagnement, histoire que les professionnels et les accompagnants ne se trouvent pas démunis face à cette question. Quatrième constat, et qui est en lien avec ce que j'expliquais précédemment dans la tension entre protection et autonomie, c'est le dialogue avec les proches des personnes accompagnées concernant la vie intime, affective et sexuelle de ces mêmes personnes accompagnées. Dialogue qui est régulièrement tendu parce que les proches et les personnes accompagnées, enfin les proches de ces personnes accompagnées, n'ont pas nécessairement les mêmes projections et attentes concernant la vie intime, affective et sexuelle. Ce n'est pas un constat uniquement dans les établissements et services qui accompagnent les mineurs. On retrouve ces tensions également dans les EHPAD et maisons de retraite où parfois les proches des personnes accompagnés demandent aux directions d'interdire toute vie intime, affective et sexuelle à leurs parents. Et pour finir, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quand même un changement de paradigme, une évolution positive en cours, même s'il y a des chemins à parcourir. Effectivement, il y a un changement des regards sur la vie intime, affective et sexuelle, où les personnes se sentent davantage écoutées. Donc, ça veut dire que nous sommes sur la bonne ligne de mire. Et donc, pour soutenir le chemin qu'il reste à parcourir, cette recommandation qui a été publiée en février 2025 comporte plusieurs messages clés qu'on vous propose de vous communiquer via notre fameux quiz. Et donc, la première question de ce quiz, je vais laisser Patricia l'énoncer. Oui, alors pour cette première question, on va revenir sur plutôt des éléments de définition. Selon vous, la vie intime, affective et sexuelle, c'est la première réponse proposée, une liberté fondamentale reconnue à toute personne, quel que soit son âge, sa situation ou son lieu de vie. Est-ce que selon vous, la vie intime, affective et sexuelle, c'est une liberté qui est réservée aux personnes majeures et autonomes,
Ou bien troisième réponse possible, est-ce que la vie intime, affective et sexuelle, c'est un droit soumis à l'autorité des familles ou des représentants légaux, notamment en cas de forte dépendance? Donc, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Suspense. Ok. Alors, la bonne réponse est donc la réponse A, 100% de bonne réponse. Voilà, c'est pas beau ça. Donc, la bonne réponse est la vie intime, affective et sexuelle est une liberté fondamentale reconnue à toute personne, quel que soit son âge, sa situation ou son lieu de vie, que ce soit un ESSMS ou non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde peut avoir des relations intimes, affectives et ou sexuelles, bien entendu dans le respect de ce qui est autorisé par la loi, et on reparlera dans cette présentation de la question du consentement. Ne perdre pas de vue qu'il existe un cadre spécifique pour les mineurs, un cadre juridique. Donc c'est une liberté qui n'est pas réservée uniquement aux personnes majeures qui seraient reconnues comme autonomes, entre guillemets, et qui exclurait de facto les personnes âgées en perte d'autonomie ou les adultes en situation de handicap. Autre point important, les familles ou représentants légaux ne peuvent pas interdire à leurs proches d'avoir des relations intimes, affectives et sexuelles. Soutenir, écouter, accompagner, oui. Interdire, non. Pour soutenir cette liberté fondamentale, le groupe de travail de la HAS a souhaité formuler certaines recommandations. Alors, il faut qu'il y ait un portage institutionnel. De ce fait, il faut inscrire la vie intime, affective et sexuelle dans des documents cadres de l'établissement, soit le règlement de fonctionnement, le projet d'établissement, le projet de service, le livret d'accueil, etc. D'autre part, il faut impliquer la gouvernance et l'ensemble des professionnels de santé. Quand on parle de gouvernance, bien sûr, on parle de direction d'établissement. Il faut désigner des référents, vie intime, affective et sexuelle, on reviendra sur ce point-là, formaliser des engagements et les procédures dans le cadre institutionnel, soit une charte, une boîte à outils, des protocoles, des supports de communication adaptés, voilà, etc. Merci Noël. Nous passons à la question numéro 2. Et pour cette deuxième question qu'on a déjà plus ou moins abordée en introduction, selon vous, parler de sexualité avec les personnes accompagnées, c'est encourager des comportements à risque. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, la bonne réponse est donc la réponse B. C'est faux. Parler de sexualité avec les personnes accompagnées, ce n'est pas encourager les comportements à risque. Il s'agit d'une idée reçue très répandue dans le secteur social, médico-social. Pourtant, aborder la sexualité, l'intimité, la vie affective de manière ouverte, bienveillante et respectueuse peut au contraire prévenir ces comportements à risque. Ce sont les tabous, les silences, les frustrations qui peuvent générer des passages à l'acte, parfois violents. Donc une communication ouverte et bienveillante sur la sexualité en ESSMS peut être un levier important pour, au contraire, le respect des droits, le bien-être et la sécurité des personnes accompagnées. Également, parce qu'il s'agit d'une thématique qui porte sur l'intimité, les échanges autour de la vie intime, affective et sexuelle peuvent favoriser l'établissement d'une relation de confiance avec le personnel soignant et ou éducatif. Et pour soutenir ce dialogue, le groupe de travail a également formulé certaines recommandations. Des recommandations qui en fait prévoient des lieux ressources et des espaces d'échange. Donc, soit de créer des espaces d'échange et de réflexion éthique, donc des instances institutionnelles, des analyses de pratiques, des supervisions, etc. Deuxième point, mettre en place des lieux ressources et de documentation accessibles pour les personnes accueillies. Faire appel à des partenaires, donc soit des centres ressources, les centres de santé sexuelle, des centres d'information sur les droits et des familles, et impliquer les aidants ainsi que les familles. Merci. Exemple de terrain. Exemple de terrain. Par exemple, il faut savoir que de plus en plus, il y a des familles qui s'impliquent, qui se saisissent de ce sujet et qui demandent d'avoir des cafés des familles sur le sujet justement de la vie affective et sexuelle de leurs proches, qu'ils soient adultes ou pas. Et nous passons à la question numéro 3. Et pour la prochaine question, on change un petit peu de thématique, qui est un sujet assez à l'ordre du jour, je dirais. Selon vous, l'éducation à la sexualité dans les établissements et les services médico-sociaux, c'est plutôt réponse A, un processus d'information et d'accompagnement adapté à tous les âges tout au long de la vie?
Est-ce que l'éducation à la sexualité, pour vous, c'est réservé uniquement aux majeurs, ou bien l'éducation à la sexualité, c'est une démarche facultative qui ne concerne pas tous les publics accompagnés dans ces établissements et dans les services sociaux et médico-sociaux? Quelques secondes pour répondre. Et donc la bonne réponse est la réponse A. Il s'agit bien d'un processus d'information et d'accompagnement adapté à tous les âges, tout au long de la vie. L'éducation à la sexualité a de multiples dénominations. L'éducation nationale parle de l'EVAR, l'éducation à la vie affective et relationnelle, jusqu'à l'entrée au collège où l'on parle des VARS, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Certaines organisations parlent d'éducation globale à la sexualité ou d'éducation complète à la sexualité. Quoi qu'il en soit, ces différents programmes recouvrent un accompagnement global, personnalisé et positif pour tous et toutes. Qu'est-ce qu'on entend par positif? C'est l'idée que l'éducation globale à la sexualité n'implique pas uniquement d'approcher cette question par les risques de grossesse, les risques de violence, les risques de transmission d'IST, de MST, mais également d'aborder la question du plaisir, la question du corps, la question du partage, des émotions, etc. Donc les objectifs sont favoriser l'expression du consentement, par exemple, l'information, la prévention via des informations sur le corps, la sexualité et les risques qu'il ne faut quand même pas oublier, et la promotion d'une vision positive de la santé sexuelle au sens de l'OMS, quelle que soit la situation de la personne. Et pour porter ce programme, certaines recommandations ont également été formulées. Alors, que recommande la HAS? Donc, l'importance d'inclure justement cet accompagnement et cette éducation à la sexualité dès le plus jeune âge, adapter le contenu et les pratiques au public, de former les professionnels avec une harmonisation, je le répète, des pratiques et du savoir pour que l'accompagnement soit équitable pour tout le monde. Car les professionnels, justement, ils se sentent seuls face à cette question. Donc, je pense que c'est important de leur donner des clés de lecture, mais aussi d'accompagnement. De même, il est prévu de mettre en place des partenariats avec des associations et des centres ressources. L'objectif étant d'accompagner pour donner de l'information ou du soutien, parce qu'il est important qu'il y ait un épanouissement social et de santé pour ces personnes. Merci, et nous passons à la question numéro 4. Et cette question qui fait référence aux référents vie intime, affective et sexuelle dans les établissements, selon vous, qui peut être désigné référent vie intime, affective et sexuelle dans un établissement ou un service médico-social? Est-ce que c'est uniquement un professionnel de santé spécialisé, donc un médecin, un infirmier ou un sexologue? Est-ce qu'un référent VIAS peut être un membre de la famille ou un proche de la personne accompagnée? Ou bien un référent VIAS, c'est tout professionnel volontaire, formé et reconnu par l'équipe de direction, quel que soit son métier. Donc ça peut être très bien un éducateur, un psychologue ou un animateur. Qui peut être référent VIAS? Disposition qui a du succès depuis 2021, notamment. Et donc la bonne réponse est la réponse C. Tout professionnel volontaire, formé et reconnu par l'équipe de direction, quel que soit son métier, peut être référent vie intime, affective et sexuelle dans un ou des ESSMS. C'est donc une disposition qui a de plus en plus de succès, notamment depuis une circulaire de 2021 signée à l'époque par Sophie Cluzel et qui déjà recommandait cette modalité dans les établissements relevant du secteur du handicap, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Donc il n'y a pas que les professionnels de santé qui peuvent être référents, tout professionnel volontaire, formé, parce que souvent les formations initiales ne sont pas suffisantes pour pouvoir être expert de ces questions, et reconnu, c'est-à-dire qu'il ou elle dispose d'un temps et de moyens alloués par la direction pour remplir ces missions. Quelles missions, par exemple? Cela peut être de former et de sensibiliser les collègues, les personnes accompagnées, et pourquoi pas leurs proches, mais également les cadres de l'organisation, jusqu'au conseil d'administration, ce qui est sans doute une condition sine qua non pour que, comme on l'a dit, le portage institutionnel puisse se déployer. Cela peut également être d'animer des partenariats avec des associations et d'autres ressources. Là aussi, le groupe de travail a formulé certaines recommandations. Allons dans ce sens. Alors, que recommande la HAS? Que doit être le référent VIAS, vie intime, affective et sexuelle? Donc ce référent, comme on l'a vu tout à l'heure,
qui est déjà recommandé depuis la circulaire du 5 juillet 2021, a différents rôles. Un rôle de formation, donc de ses collègues, de référent dans le sens qu'il devient la personne identifiée dans l'établissement pour pouvoir aborder, être une porte d'entrée et aborder ce sujet intime. Il participe à la prévention des risques et des violences, mais aussi à la prise de conscience de cette notion de consentement qui est incontournable. Il est aussi garant du suivi des événements indésirables graves dans l'établissement sur ce sujet-là. Il anime, comme on a vu avec Alexandre, des groupes d'expression. Il peut aussi mettre en place des cafés des familles qui permettra d'aborder toutes les questions en lien avec l'intimité. Intimité, je précise que ce n'est pas que de la génitalité et de la reproduction. Donc, les intentions, les émotions, tout ce qui structure l'être humain dans la relation à l'autre. Autre point, pratico-pratique. Je pense qu'il est important dans les établissements qu'il y ait au moins 2 référents. Parce que tout simplement, l'autre peut être aussi absent. Ça permet aussi que ce n'est pas une charge intellectuelle, puisque c'est assez sensible, qui est portée que par une seule personne. Pour autant, cette personne qui n'est pas forcément un professionnel de santé, comme on l'a vu tout à l'heure, ne se transformera pas ni en Dr Love, ni en Coach Love, ni en Monsieur, Madame Sexe. On est OK là-dessus. Ce n'est pas l'objet. Ce qui est dans l'accompagnement d'un professionnel sur ce sujet-là est complètement indépendant de la vie personnelle du professionnel en question. Je pense qu'il faut le garder en tête, car c'est comme ça qu'on va avoir des freins. On dit non, pas moi, je ne veux pas le faire. Non, ça n'a rien à voir. Qu'on franchit la porte de l'établissement, on est un agent, un employé de cet établissement. Quand on quitte la porte, on devient ce qu'on est dans sa vie personnelle. Merci Noël. Et nous passons à la question numéro 5 sur le concept crucial de consentement. Oui, un concept qui a d'ailleurs évolué très récemment, donc j'espère que vous avez suivi l'actualité. Selon vous, quelle affirmation décrit le mieux le principe de consentement dans l'accompagnement de la vie intime, affective et sexuelle? Est-ce que c'est la réponse A, le consentement est implicite dès lors que la personne ne s'y oppose pas verbalement? Réponse B, est-ce que le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable? Est-ce que le consentement est valable de façon permanente une fois qu'il a été donné? Ou bien, dernière réponse possible, le consentement n'est requis que pour les actes médicaux ou les relations sexuelles? Quelques secondes toujours pour répondre. Pour les personnes qui ont suivi l'actualité juridique récente. Et donc la bonne réponse est la réponse B, la description qui correspond le mieux, et le consentement est libre, est éclairé, spécifique, préalable et révocable. Donc la question du consentement sexuel, c'est un enjeu majeur dans les établissements sociaux et médico-sociaux et dans la société en général. Concept qui fait la une médiatique depuis 15-20 ans en particulier. Et donc c'est un enjeu tellement majeur qu'il a récemment été intégré dans la loi. Il n'apparaissait pas comme tel auparavant. Donc l'article 222-22 du Code pénal, qui a été modifié par la loi du 6 novembre en modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. Nous vous encourageons vivement à aller voir ces évolutions. Et donc qui précise que le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, donc qui concerne un acte et pas forcément plusieurs actes, préalable, donc donné a priori, et révocable, c'est-à-dire qu'on peut changer d'avis. C'est une évolution importante. Les porteurs du texte souhaitant passer, et là j'ouvre les guillemets parce que ce sont leurs mots, passer de la culture du viol à la culture du consentement. Et sur cette question cruciale du consentement, un chapitre entier dans la recommandation y est consacré. Oui, tout à fait. Donc avec mes collègues, durant toute cette réflexion qui a duré plusieurs mois, il faut savoir que ce qui a été retenu, les recommandations, le respect du consentement, donc comment il peut se faire en formant les professionnels au cadre juridique du consentement, de développer des outils adaptés, des visuels, des pictogrammes, des falques, pour faciliter l'expression des personnes accompagnées, donc traduction, une personne qui est non-verbale, on doit être en capacité d'identifier son refus. Et le deuxième point, très important, inscrire le respect du consentement et les procédures de gestion des événements indésirables graves dans les documents cadres de l'établissement, ce qu'on a vu tout au début de la séance, et de s'assurer qu'ils sont connus par les professionnels, les personnes accompagnées et leurs proches, bien évidemment. Merci. Nous passons à l'avant-dernière question, la question 6.
Et pour cette question, on va plutôt parler de partage d'informations entre professionnels. Donc d'après vous, entre professionnels d'un même établissement, il est toujours possible de tout se dire sur la vie intime, affective et sexuelle d'une personne accompagnée. Est-ce qu'on peut tout se dire? Ah ah. Vrai ou faux? Entre nous, oui, c'est bon. Et donc la bonne réponse est la réponse B, bien entendu. C'est faux, on ne peut pas tout se dire, en particulier sur la vie intime, affective et sexuelle des personnes accompagnées. Il s'agit d'informations particulièrement sensibles et confidentielles qui relèvent de l'intimité de la vie privée et qui, à ce titre, sont donc protégées. Même au sein d'une équipe pluridisciplinaire, que ce soit au sein d'un CHRS, d'une MEX, d'un IME, d'un ITEP, etc., le partage d'informations ne doit jamais être systématique. Le principe de base qui est développé dans la recommandation, c'est qu'il doit être limité à ce qui est nécessaire à la qualité et à la cohérence de l'accompagnement. La personne accompagnée doit en être informée et son consentement recherché. Une exception importante à garder en tête, c'est que si ces informations concernent des violences, des sévices, des dangers, des privations dont les travailleurs sociaux auraient vent, ils ont pour obligation de lever cette confidentialité et de signaler ces faits au procureur de la République. Quelques recommandations qui s'inscrivent dans cette exigence. Alors, c'est le respect de la confidentialité. Donc, il faut toujours, dans le cadre de la formation, informer les professionnels qui accompagnent les personnes en établissement du cadre juridique du secret et du partage d'informations. Il faut aussi inscrire toujours le règlement, ce respect de la confidentialité dans le règlement de fonctionnement de l'établissement. Reprendre de façon très claire que signifie la confidentialité, qui est complètement différente du secret médical. Hein. Néanmoins, comme a dit Alexandre, s'il y a des situations graves, ça ne peut pas rester en interne. Veiller à ce que les informations partagées soient strictement nécessaires à la cohérence de l'accompagnement et de disposer d'outils pertinents pour la sécurisation de ces informations. De façon pratico-pratique. Hein. Donc, ça veut dire que s'il y a des confidences de la part d'un usager accompagné sur sa sexualité, sur ses questionnements et bien d'autres choses, ça ne doit pas être la discussion du café. Ça peut être tentant, mais ça ne doit pas l'être parce que c'est interdit. Moi, je me souviens, quand j'étais éducateur spécialisé, on avait un cahier dans lequel on mettait des transmissions. On les écrivait, le cahier traînait sur le bureau. Interdit. C'était pas idéal pour parler d'informations sur la vie intime, affective et sexuelle des personnes en toute confidentialité, de pouvoir transmettre les informations, encore une fois, strictement nécessaires à l'accompagnement. Et nous passons donc à la dernière question du quiz. Et oui, on passe à cette dernière question qui parle du désir affectif et sexuel. Fait-il partie de la vie de toute personne, quel que soit son âge et sa situation ? Qu'elle soit en situation de handicap, dépendante, une personne placée ou isolée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux d'après vous ? Et donc la bonne réponse sont les deux réponses. Même si on avait un peu triché là pour le coup, mais c'était pour, faut bien s'amuser un peu. Okay. C'était un peu une question piège. L'idée en fait de cette dernière question, c'était aussi de faire passer, d'être relais du message que voulait faire passer le groupe de travail sur cette thématique. L'idée que la vie affective et que pour beaucoup la vie sexuelle, elle accompagne les personnes, certaines personnes tout au long de leur existence sous des formes très variées qui peuvent évoluer ou non avec l'âge, les attentes, la situation de chacun, que le désir peut lui aussi évoluer, il peut diminuer, il peut disparaître, il peut revenir. Chacun peut pratiquer sa sexualité comme il l'entend, tant que c'est dans le respect de la loi, évidemment. Et donc, qu'il ne s'agit pas de formater la vie intime, affective et sexuelle des personnes accompagnées non plus. En pratique, les accompagnants ont souvent des représentations biaisées de la sexualité, de la vie intime des personnes accompagnées, ce qui peut conduire d'un côté soit à invisibiliser, soit à vouloir surcontrôler cette vie intime plutôt que de l'accompagner. Donc le message, c'est que quel que soit le public accompagné, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes en situation de rue, parce que la recommandation concerne tous les établissements et services du social et du médico-social, il est indispensable de reconnaître l'importance de la vie intime, affective et sexuelle dans l'existence de tout un chacun et de dépasser certaines représentations. Et pour cela, le groupe de travail a également émis certaines recommandations.
Recommandations sur justement sur les représentations de chacun, de tous ces professionnels du sanitaire et du médico-social qui accompagnent les personnes concernées. Donc tout d'abord, il faut identifier ses propres croyances, tabous, émotions liées à la vie intime, affective et sexuelle. L'objet n'était pas de faire un transfert de ce que l'on fait, ce que l'on ne sait pas, et ce qu'on autorise, ce qu'on n'autorise pas, parce qu'on n'a pas d'autorisation à donner, je le répète. Comprendre comment ces représentations influencent la posture professionnelle que nous pouvons avoir et les décisions qui seront prises par la suite, d'où l'intérêt de faire des groupes de travail, d'avoir un binôme, pour que ce ne soit pas une décision et une réflexion personnelle, et d'accepter d'en discuter ouvertement dans un cadre sécurisé. Donc pas au café, soit dans le cas de supervision, de groupe de travail avec les partenaires, bien sûr sans identifier la personne concernée. J'aimerais surtout insister sur le fait que la vie affective et sexuelle est une composante de la dignité humaine. Celle-ci est attendue de notre part en tant que professionnels, qu'elle celle-ci soit accompagnée sans jugement et en toute sécurité. Tout simplement parce que ça fait partie de la santé de façon générale. Merci. Alors, nous avons terminé avec le quiz et pour la minute 20 qui nous reste, nous vous proposons de vous lister en fait les points clés de la recommandation, sachant que ce document qui liste les points clés est également disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé à côté de la recommandation. Donc, le premier point clé de cette recommandation, c'est l'objet de la première question. Il s'agit de reconnaître la vie intime, affective et sexuelle comme une liberté fondamentale et une dimension essentielle du bien-être des personnes accompagnées par les ESSMS. Deuxième point clé. Reste avec nous. Oui, je suis là. J'étais absorbée par le sujet. Quoi je suis avec vous. Alors, deuxième point clé. On va y arriver. Qui est affiché à l'écran si tu as besoin. Si tu as une bonne vue, du coup. Alors, attends, excuse-moi. Je vais te reprendre, voilà. Sinon, on l'a ici. Bon, je vais prendre... C'est qui a collé mes feuilles. Ah bah voilà. C'est bon, tu l'as. C'est bon. Donc, deuxième point clé, c'est mettre à disposition de l'information concernant la vie affective et sexuelle, accessible et adaptée aux personnes accompagnées. Le troisième point clé, on l'a largement évoqué aussi tout le long de cette présentation, mais c'est d'adapter l'accompagnement aux singularités des personnes, leur développement et leur temporalité, et au cadre juridique concernant le respect de la vie privée. Excuse-moi, chers collègues. Il n'y a aucun problème. Quatrième point clé, questionner les représentations individuelles et collectives des professionnels et des personnes accompagnées concernant la vie intime, affective et sexuelle. Cinquième point clé, encourager une approche positive de la santé sexuelle qui reconnaît les bienfaits physiques, émotionnels, sociaux, sans pour autant en minimiser les risques. Le sixième point clé, c'est de former, encore une fois, et de sensibiliser l'ensemble des acteurs à l'accompagnement de la vie intime, affective et sexuelle. Ensuite, mettre en place des actions pour respecter l'intimité et la vie privée des personnes. Mettre à disposition de l'information concernant justement la vie affective et sexuelle, que celle-ci soit adaptée et accessible aux personnes accompagnées. Le neuvième point clé, donc de toujours veiller au consentement dans les relations interindividuelles. Et pour terminer, la mise en place de procédures institutionnelles claires et connues de tous pour prévenir, identifier et répondre aux violences sexistes et sexuelles. Donc, merci d'avoir suivi cette première partie, cette présentation de la recommandation de bonne pratique. Donc, les documents sont disponibles sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et également pour vous préciser qu'il y aura un second volet à cette recommandation qui sera publié en 2027 et qui s'intéressera à l'intégration de la vie intime, affective et sexuelle dans le projet personnalisé des personnes. Et nous passons donc à la phase de questions-réponses, espérons-le, avec une première question, donc on peut les consulter sur notre tablette. La première question, c'est est-ce que la vie intime, affective et sexuelle concerne tous les âges, même les plus petits? On peut dire que oui, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il faut instruire et éduquer donc, dès le plus jeune âge. Bien sûr, cette information et les informations qui seront données seront adaptées à l'âge de l'enfant. Parce qu'on peut commencer des classes maternelles. Il faut savoir qu'en Europe, il y a des lieux, dans des pays, on va dire plus précisément, où dès la maternelle, on parle de la vie intime. Mais pas de sexualité. Vous voyez la différence.
Autre question, les référents vie intime, affective et sexuelle sont-ils obligatoires ou seulement recommandés? Quelle formation doivent-ils avoir? Alors, et c'est fortement recommandé. Ben, ça évite, comme on a vu tout au long de notre présentation, que les professionnels se sentent isolés et en manque d'informations. Ça permet d'harmoniser les pratiques de tout le monde dans l'établissement. Pour ce qui est de la formation, il y a un ensemble d'outils, d'associations qui peuvent justement venir en renfort pour pouvoir accompagner les équipes et aussi évaluer de façon régulière si ce qui est dispensé correspond aux besoins de la population accueillie. Exemple concret, si on est dans un établissement qui accueille des enfants, ça ne sera pas le même discours pour un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap et qui sont aussi adultes. Une question, alors celle-là je vais la prendre parce qu'elle est Vas-y. simple. Pouvez-vous définir les termes intimité, vie affective, sexualité? Donc là, Je t'écoute. Ouais. Alors, je ne vais pas le faire en direct, je vais renvoyer tout de suite vers le document, c'est l'avantage. Donc ces trois termes du coup ont été définis par le groupe de travail lors des sessions Tout à fait. d'élaboration de la recommandation. Et donc là, c'est vraiment l'occasion rêvée pour vous encourager à aller consulter le document et pouvoir prendre connaissance de ces définitions. À savoir que nous étions 25 professionnels du sanitaire et du médico-social, de la direction et autres, qui interviennent dans les EHPAD auprès des enfants, qui ont participé justement à cette réflexion. De même qu'il y a eu deux usagers experts, on va dire, qui ont donné leur opinion sur nos réflexions, histoire qu'on colle au plus près aux besoins des personnes accompagnées. Et puis un groupe de relecture par la suite, avant que les recommandations soient validées en interne, de 60 personnes. Alors, autre question, comment recueillir le consentement auprès de personnes non oralisantes ayant des troubles cognitifs ou encore polyhandicapés? Existe-t-il des outils spécifiques? Du coup, je tente. Je compléterai. Dans la littérature, il n'y a pas nécessairement d'outils consensuels pour identifier la question du consentement sexuel, d'autant que dans la définition même du consentement, il est noté que ce consentement peut être révocable. Donc même si on évalue et qu'à un instant T, le consentement est validé, vu qu'il est révocable et qu'il peut évoluer, cet outil de fait est disqualifié. Néanmoins, ce qui existe particulièrement sont des outils pour évaluer la capacité à consentir, donc ce qu'on va appeler plutôt le discernement, voilà, de la personne, et qui sont des tests notamment qui peuvent être menés par des psychologues formés à ces outils et qui peuvent renseigner les équipes pluridisciplinaires sur la capacité de la personne accompagnée à comprendre en fait les enjeux de tel ou tel engagement, en particulier concernant la vie intime, affective et sexuelle. Important à préciser, ces tests ne doivent pas nécessairement être un prétexte pour l'interdiction par principe et systématique de toute vie intime, affective et sexuelle, ce qui serait illégal. Néanmoins, ils peuvent être l'objet de la recherche pour identifier, pour aménager certains accompagnements qui pourraient être bénéfiques pour la personne accompagnée et pour sécuriser finalement son parcours. Du point de vue pratico-pratique, pour compléter ce que dit Alexandre, lorsque vous faites un accompagnement ou un soin auprès des personnes en établissement, vous voyez si elles sont d'accord, si elles sont douloureuses, même si elles sont non-verbales. On analyse l'expression du visage, si la personne se met en retrait. Donc, ce sont déjà des éléments pratico-pratiques que vous saisissez, que vous maîtrisez auprès des personnes que vous accompagnez avant de dire, bon, on va faire un test d'abord, vous vous rendez compte, parce que faire un test avant chaque consentement, ça va être compliqué. Je crois que la psychologue va partir en courant. Et nous avons besoin de professionnels dans les établissements. Non, faites-vous confiance, vous arrivez à identifier quand elle est consentante ou pas pour l'accompagnement au quotidien. À ce moment-là, vous allez pouvoir justement affiner pour ce qui est de la vie intime. Et pour compléter sur le côté outil dans la question, là, le groupe de travail disait que l'idéal était quand même de contacter des ressources, tout à fait, en fait, qui ont eux-mêmes développé des outils permettant d'affiner cette question du discernement, qui sont adaptés aux différents handicaps, déficiences qui peuvent être rencontrés, par exemple à base de pictogrammes ou traduits en braille, ou voilà. Donc pour le coup, la recommandation, plusieurs fois, va dans le sens du partenariat, du réseau et de la mise en lien avec des associations. Et de s'ouvrir et d'avoir une documentation qui est régulièrement revisitée et mise à jour.
Alors, une autre question, je prends un peu au hasard, n'hésite pas, Noël, hein, si tu veux en choisir. Recommandez-vous un diplôme ou une formation en particulier pour les professionnels? Comment mettre en place une formation? Auprès de qui se renseigner? Où peut-on se former en tant qu'association? Alors, comme je disais tout à l'heure, l'objectif n'est pas que les référents ou les personnes qui vont participer à ce groupe de travail sur la vie intime, affective et sexuelle dans l'établissement se transforment en sexologues. Ça va être compliqué, hein. Il y a beaucoup d'années d'études, hein. Il faut aller le faire à la fac de médecine, mais d'être sensibilisé justement à qu'est-ce que l'intimité, qu'est-ce que les émotions, qu'est-ce que la relation à l'autre. Donc ce sont des outils que l'on peut avoir facilement accessibles. Du point de vue national, il y a différentes associations comme Intimagir, hein, sans la citer, et bien d'autres encore qui font de l'excellent travail, qui peuvent être des personnes ressources dans cet accompagnement, de même que le CRIF aussi, CRIPS. Donc regardez au niveau de la région dans laquelle est votre établissement et où vous exercez pour pouvoir avoir des personnes ressources. Ou sinon, vous pouvez regarder aussi sur le site de l'HAS. On a pu recenser un ensemble de partenaires. Une question que je trouve très mignonne. Pouvons-nous autoriser des relations affectives au sein d'un ESSMS ou un IME type des bisous? Bah, j'espère que oui. Voilà. Non, oui, bah, il n'y a pas de sujet. Je pense qu'il faut toute raison garder. Bien sûr, les personnes qui sont on va dire, sous notre accompagnement doivent être protégées, doivent être informées de c'est quoi la sexualité, la vie intime en regard de leur âge et de ce qu'ils en savent. Ne pas aller trop vite, mais non plus ne pas retenir l'information. Pour autant, on n'est pas des censeurs. Les professionnels ne sont pas des censeurs. On est là pour accompagner. Donc oui, le bisou, il n'y a pas de raison. Après, pour ce qui est, parce que de quelque part, cette question, ça m'étonnerait qu'elle n'y soit pas, est-ce qu'on autorise ou pas un acte sexuel dans l'établissement? Ça, c'est quelque chose que l'on voit avec la direction. C'est quelque chose quelle est la relation ou pas des deux personnes? Est-ce que le consentement est bien identifié? Est-ce qu'il y a des locaux? Bon, il y a toutes ces choses-là, c'est vraiment du cas par cas. Donc, on avait vu avec nos collègues du service juridique de la Haute Autorité de Santé que c'est l'inverse qui est illégal, c'est l'interdiction C'est ça. par principe Voilà, qui c'est va à pas l'encontre possible, hein. du coup de ce qui est une liberté fondamentale de pouvoir avoir une vie intime, affective et ou sexuelle. Concrètement, ok, concrètement, parce que tout ça c'est bien beau, mais Oui. concrètement, ça bouge un peu là. Voilà. Oui. Comment les établissements et professionnels peuvent-ils identifier leurs propres croyances? Que proposez-vous comme outil atelier pour identifier ses propres émotions et représentations de la vie sexuelle et affective? Bah, si je prends l'exemple quand j'interviens dans les établissements en région parisienne, c'est que je rencontre déjà l'équipe. J'espère toujours que c'est premier groupe qui est formé, qui est présent justement pour cette première intervention, soit volontaire. Si les personnes viennent là parce qu'elles sont obligées et qu'elles ont des freins, ça va être extrêmement compliqué. Donc même s'il n'y a que 2 professionnels pour commencer, je fais toujours sous l'anonymat. Parce que je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas, et ils ont l'impression que je vais juger leur intimité, leur représentation, alors ce n'est pas l'objet. Et je regarde ce qui remonte. Et après, je fais le distinguo entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. En disant bien que quand vous êtes dans l'établissement, vous êtes un professionnel, on ne parle pas de vous, on ne vous demande pas de faire ce que vous faites à la maison, ni encore ce que vous proposez à vos enfants quand vous êtes parents. Donc il faut vraiment mettre cette distance entre ce que je suis, le professionnel dans le cadre de son exercice, et l'accompagnement au bénéfice donc du résident sur le temps de travail où je l'accompagne. Merci beaucoup. Une autre question, alors qui va me permettre de parler un peu du cadrage, c'est comment accompagner en ESAT une personne en situation de handicap mental qui est enceinte. Alors pour le coup, l'accompagnement à la grossesse des personnes vulnérables n'est pas dans le cadrage de cette recommandation, elle a fait l'objet d'une recommandation dédiée. Autres thématiques qui n'ont pas été abordées dans cette recommandation, la parentalité. Voilà. Et la question de l'assistance sexuelle. L'assistance sexuelle qui, comme vous le savez aujourd'hui en France, n'a pas de cadre dérogatoire pour pouvoir se déployer et est encore associée au cadre juridique de la prostitution, ce qui peut risquer de mettre en danger un éducateur, une éducatrice et également la personne accompagnée qui serait client ou cliente d'une relation.
En résumé, c'est interdit encore aujourd'hui. Voilà, donc pour En l'instant, France. en tout cas, Voilà. la Haute Autorité de Santé n'a pas souhaité Oui. inclure cette thématique dans le cadrage, donc vous n'aurez pas d'éléments. On se tient au courant des évolutions potentielles qui peuvent avoir lieu dans les prochains temps. On se tient au courant de ce qui se fait à l'étranger. Mais pour le moment, ce n'est pas une question qui est dans le cadrage de cette recommandation. Pour revenir rapidement, pour répondre à la question pour la grossesse, hein, une personne en situation de handicap qui démarre une grossesse, lors de la déclaration de grossesse, mais aussi de son parcours, très rapidement, elle est mise en relation avec une équipe dédiée pour les personnes en situation de handicap, pour l'accompagnement. Il y a la PMI, il y a tout un dispositif qui se met en place déjà en amont, dès le désir de grossesse, et quand la grossesse démarre, pour justement anticiper l'accompagnement de ses parents en situation de handicap. Alors, avez-vous créé des outils picto qu'on pourrait utiliser avec des personnes avec déficience intellectuelle? Alors, la Haute Autorité de Santé, pas encore, mais je tiens de sources sûres que certaines formatrices, certains groupes qui accompagnent des équipes dans la vie intime, affective et sexuelle ont traduit en fait ce volet de recommandation en FALC. Voilà. Donc, si vous creusez un peu sur Internet, vous devriez pouvoir trouver ce type de ressources. Dans le même esprit, avez-vous une liste de personnes de centres de ressources à nous donner, s'il vous plaît? Est-ce que Noël, tu peux recommander des partenaires, des organisations? La liste est longue et je voudrais pas que ceux que je ne cite pas se sentent vexés. Donc, Donc déjà dans les recommandations, vous allez voir que l'ensemble des professionnels qui ont été sollicités pour travailler quand même sur ces recommandations, ils appartiennent soit à une association, soit sont des professionnels institutionnels et autres. Donc ils appartiennent, donc vous verrez la sélection, comme on a vu tout à l'heure, il y a comment on dit ça, une indépendance. On est sélectionné sur le volet parce que justement on a des compétences particulières et complémentaires. Donc vous allez retrouver facilement, ah, c'est un tel, c'est quelle association. Et je pense que c'est une bonne façon de retrouver des éléments essentiels. Très bien. Peut-on avoir un éclairage concernant la place des responsables légaux? Alors pour le coup, c'est un point qu'on a abordé lors de la première question. Parfois, il y a des représentations comme quoi les responsables légaux, également les curateurs, les tuteurs, peuvent interdire à la personne accompagnée, ou en tout cas valider l'interdiction que les personnes accompagnées aient une vie intime, affective et sexuelle. Mais comme on l'a vu lors de la première question et la première réponse, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de base juridique, en tout cas, qui autoriserait un responsable légal à interdire de manière systématique Pour compléter ce que tu la vie dis, intime, affective et sexuelle voilà. des personnes accompagnées. L'idée étant quand même qu'il y ait une alliance qui se noue, il y ait un travail, une coopération, notamment grâce à la connaissance que le responsable légal a de la personne, donc qui va venir soutenir l'accompagnement. Pour compléter ce que tu dis de façon concrète, lorsqu'il y a cette information qui est faite auprès des établissements médico-sociaux, que ce soit un EHPAD ou autre, la direction est informée, bien évidemment. Elle le met en place dans ses différents règlements et outils institutionnels. Le conseil de vie sociale est également informé, qui représente les familles. Donc l'information arrive aux familles que justement c'est un sujet qui sera abordé, un accompagnement qui sera fait. Après, la question d'un parent de dire moi je veux pas que ma fille ou mon fils participe à ces ateliers d'information, ça c'est pas possible. Vous voyez, parce que ça veut dire qu'on le prive d'un droit à l'information, donc quelque part à ce qu'il soit en toute sécurité dans ce genre de situation. Donc l'information est faite et on est toujours ouvert à accueillir les familles. On fait des cafés des familles, ça avance beaucoup, hein, qui viennent poser des questions, mais pas que sur la sexualité en termes de génitalité et de reproduction, mais surtout sur les émotions, l'adolescence, comment les accompagner, les modifications du corps, l'hygiène. Donc c'est beaucoup plus élargi. La vie intime, affective et sexuelle, c'est beaucoup plus élargi, j'insiste là-dessus, que le volet reproduction, sexualité, génitalité. Et ça se passe super bien, les parents sont contents et les accompagnants aussi. Très bien, pourvu que ça dure. Est-ce qu'on a le temps pour une toute dernière question qui va s'inscrire dans ce que tu viens de dire, hein, c'est est-ce que l'application d'une vision positive ne risquerait pas aussi d'amener possiblement une vision normative des attendus envers ces populations?
dans le sens une injonction à la nécessité d'avoir une sexualité. Pas du tout, pas d'inquiétude là-dessus. C'est pas parce qu'on donne une information, Merci. c'est pas parce qu'on donne une information que forcément il y aura une sexualité génitale qui va exploser, si je peux me permettre, dans les établissements. Rassurez-vous. C'était un peu ce qu'on disait à la fin, c'était Oui. quand même qu'il peut y avoir un risque qu'on projette en fait notre propre Voilà, nos vécu de la propres sexualité craintes. sur les personnes, alors que l'idée c'est quand même que chaque personne puisse vivre sa sexualité comme elle l'entend, sans forcément qu'elle soit formatée. Et nous arrivons du coup déjà à la fin de cette présentation. Un grand merci à mes collègues intervenantes, un grand merci aux équipes de l'AHS pour l'organisation de cette session et de cet événement, et un grand merci aux personnes qui se sont connectées à distance et présentes dans la salle pour avoir suivi cette présentation. Et à nos collègues qui ont participé, moi je la représente aujourd'hui, mais tous nos collègues durant cette grande année, même voire plus, sur cette réflexion. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.